Donc, avant de commencer, en fait, je voudrais d'abord m'adresser aux communistes de Lot-et-Garonne et m'excuser auprès d'eux en fait, de n'avoir pas pu assurer ces 5 derniers mois la mission en fait, de secrétaire départemental qu'ils m'ont confiée lors de notre précédent congrès et qu'ils ont bien voulu me renouveler en fait, dans ce dernier congrès. Pour ceux d'entre eux qui ne le sauraient pas encore, j'ai dû disparaître de la circulation pour raison de santé, aux prises avec une maladie assez lourde, autant à vivre qu'à traiter. Mais l'expérience de la lutte n'est pas un vain mot pour un communiste, y compris en fait lorsque celle-ci prend une tournure un peu personnelle, et à ce jour, les choses semblent rentrer progressivement dans l'ordre. Et s'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, tout laisse à penser en fait que vous allez encore devoir me supporter quelque temps. Mais si je commence en vous disant cela, c'est que je dois bien vous dire qu'il en a coûté de ne pas être dans la mêlée sociale ces 5 derniers mois. Car chacun se l'accordera. Il s'est passé pas mal de choses et des choses structurantes qui modifient une fois encore le contexte politique local, national et international qui est le nôtre aujourd'hui en 2019. Effectivement, 2019 ne commence pas en France dans un ciel serein. 2018 s'est achevé sur le développement d'un mouvement social d'un nouveau type, celui des Gilets jaunes. Un mouvement fort, populaire et qui s'inscrit dans la durée, à la fois par sa construction et par son action, j'y reviendrai. Mais ce mouvement ne doit pas nous faire oublier ce qui, à mon avis, en a été la condition immédiate. La lutte exemplaire des cheminots contre la liquidation de la SNCF. Il y a une filiation entre ces deux mouvements que nous avons tout intérêt à mesurer et à travailler. Pour une raison simple et principale, la bataille des cheminots est le premier moment de défaite du gouvernement Macron-Philippe auprès de la population française dans son ensemble. Bien sûr, le gouvernement a réussi à faire voter par sa majorité, Godillot, il faut bien le rappeler, et par la droite parlementaire, il ne faut pas l'oublier, largement majoritaire en fait dans les hémicycles, sa réforme assassine de notre service public du rail, et une fois de plus de nos territoires. Mais il a dû le faire par un coup de force parlementaire, après avoir perdu la bataille idéologique sur sa réforme dans la population. Car c'est un fait, il a perdu cette bataille idéologique face aux cheminots. L'exemplarité de ce mouvement social des agents du rail aura été de réussir à faire la démonstration publique dans les têtes, avec leur projet de réforme alternatif, qu'il est possible de réformer la SNCF, d'améliorer au bénéfice de tous, sans privatiser le service public, sans casser le statut des agents de la SNCF, et sans mettre à contribution les territoires ni les usagers du rail. Avec leur projet alternatif Ensemble pour le rail, les cheminots en lutte ont mis à bas tous les arguments fallacieux du gouvernement sur la dette excessive de la SNCF, supposée être, selon les arguties libérales traditionnelles, causée par l'inefficacité intrinsèque des opérateurs publics et le surcoût en fait, du statut des agents. C'est par la conjugaison à l'initiative des cheminots de cette analyse syndicale et d'une pédagogie permanente sur l'alternative, par l'inscription dans le débat public au sein et hors de l'entreprise publique, par le choix explicite d'une concrétisation au sens propre du mot de la démocratie politique et sociale, que le gouvernement a perdu la bataille idéologique sur la réforme de la SNCF auprès des Françaises et des Français. La belle affaire, vous me direz. Le projet de loi est passé. Sans doute. Sauf qu'en posant le débat publiquement de l'alternative pour un service public dans l'entreprise SNCF et dans la société française, en faisant de ce débat un lieu d'expression et d'enrichissement de l'alternative syndicale à la réforme Macron-Philippe, les cheminots ont réinscrit dans la société française, très concrètement, et à partir d'un objet du quotidien qu'est l'usage du train, l'exigence d'un débat démocratique sur les choix de société du gouvernement. C'est sur les braises de cette bataille des cheminots que ce gouvernement d'arrogant est venu se brûler avec le mouvement social en fait, des Gilets jaunes. Car ceux qui constituent la réalité de ce mouvement, et non sa réalité médiatique constituée essentiellement par les casseurs, c'est-à-dire ceux qui ont systématiquement continué d'occuper pacifiquement les ronds-points et les péages avant d'en être délogés manu militari par les forces de l'ordre, ceux-là ont immédiatement, dès le départ, posé une exigence démocratique dans leur action et dans leurs objectifs. S'ils se sont en premier lieu opposés à l'injustice sociale des mesures fiscales et anti-pauvres de ce gouvernement qui les touchait de plein fouet, comme la hausse de la CSG, comme le refus d'augmenter le SMIC ou du moindre pouce-pouce salarial malgré l'inflation croissante, ils ont aussi formulé immédiatement
des revendications alternatives à celles du gouvernement, parfois très contradictoires entre elles, il est vrai. Et ils l'ont fait sur une base de respect fraternel, d'égalité, de solidarité et même de liberté. Cette démarche qui veut associer le fond et la forme dans la revendication est partagée massivement par l'ensemble de la population française, en colère contre la politique de ce gouvernement. N'oublions pas que ce mouvement tient depuis plus de 2 mois et reste soutenu par plus de 65% de la population française, malgré les casseurs et le battage médiatique qui est en effet à chaque nouvelle manifestation. Or, c'est cette colère et la démarche qu'elle inspire qui fait écho à la bataille des cheminots et qui exprime justement la crise démocratique du libéralisme et de ses délégations de pouvoir. Dans le fond, et avec toutes ces contradictions, ce mouvement des Gilets jaunes est réellement porteur de nouveautés. N'ayons pas peur des mots, pour le dire dans notre jargon communiste, il est porteur d'un potentiel révolutionnaire. S'il s'articulait avec les batailles revendicatives syndicales, il permettrait une articulation nouvelle entre les luttes dans l'entreprise et celles hors de l'entreprise, en plaçant au cœur de l'enjeu la question de l'intervention démocratique populaire. Pour autant, l'affirmation formulée dans ce mouvement selon laquelle il faut pouvoir faire sans les organisations politiques et syndicales existantes réduit considérablement la portée novatrice de cette articulation et du mouvement lui-même, et laisse un espace pour une intense bataille d'idées à dimension politicienne. Bataille de récupération de l'extrême droite qui travaille à évacuer tous les contenus de classe de cette lutte des Gilets jaunes au profit d'une interprétation populiste de l'opposition entre peuple autoproclamé et supposée élite. Formulation classique d'une division sociale tronquée, mais très propice à la montée des fascismes. Mais cette bataille de récupération se joue aussi à gauche, où la tentation réformiste de réduire les exigences politiques et sociales du mouvement à la seule ambition d'une juste répartition des richesses par la fiscalité. Comme s'il suffisait de prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour faire disparaître par enchantement l'exploitation capitaliste et l'aliénation sociale. Pour supprimer les bas salaires, la précarité, le chômage et le dépérissement des services publics. Vouloir dorer à leur fin ses propres chaînes ne traduit pas autre chose qu'une aspiration au renforcement de l'intervention de l'État pour corriger les effets néfastes de la régulation capitaliste, et certainement pas au dépassement en fait, du capitalisme et du libéralisme, ou même à la rupture avec eux. Il faut insister sur ce point. C'est un enjeu du débat à gauche pour sa reconstruction en phase avec la situation sociale du moment. Cette vieille tradition étatiste est toujours dominante chez nous. Mettons-la à la lumière des réalités sociales et politiques et des revendications du mouvement social des Gilets jaunes. C'est à mon avis un enjeu central du moment. Car si le mouvement des Gilets jaunes a bien saisi les termes de la bataille politique contre le libéralisme et sa revendication démocratique, force est de constater en fait qu'il délaisse largement la bataille sociale contre le capitalisme. Il la laisse tellement d'ailleurs en fait que le nouveau patron du MEDEF, Godefroy Roux de Bézieux, excusez la prononciation, ne cesse de rapporter en substance dans la presse spécialisée, en particulier dans les Échos, que ce mouvement en fait n'est pas un mouvement contre le capital, puisqu'il ne se passe pas dans l'entreprise, qu'il ne traite pas de l'entreprise, et que les permanences locales du MEDEF n'ont pas été vandalisées comme le sont les édifices publics. Et ça, l'Élysée comme Matignon ont bien compris et ont forgé leur réponse à partir de cette contradiction centrale du mouvement. D'un côté, le pouvoir macronien s'appuie sur l'échec évident des politiques social-démocrates de redistribution des richesses menées en France et en Europe pour affirmer que face aux réalités d'une mondialisation financière capitaliste, il n'y a pas d'autre alternative que la politique qu'il mène. Dans sa dimension inégalitaire notamment, avec le renforcement puissance 10 de sa politique d'austérité qui réoriente l'ensemble de la dépense publique et sociale utile aux populations du territoire vers la rémunération du capital. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Faites couler la fortune sur les plus riches, ça débordera toujours sur les plus pauvres, au moins un petit peu. C'est par exemple en fait le sens de ces choix de suppression de l'ISF sur les revenus du capital. Et à l'inverse, de maintien du gel des rémunérations et des prestations sociales alors que l'inflation prend. C'est le sens aussi de sa récupération des revendications des Gilets jaunes sur la baisse de la fiscalité qui pose que moins de fiscalité c'est possible, mais alors ça veut dire moins de dépenses publiques et sociales, etc. etc. C'est une base argumentaire en fait de ces réformes régressives de casse du marché du travail
des services publics et de la sécurité sociale. Et d'un autre côté, ce pouvoir macronien, en fait, se sert de cette contradiction du mouvement des Gilets jaunes pour justifier aussi ces réformes de structuration ultralibérale de l'espace économique et social par des institutions répondant explicitement aux objectifs de valorisation maximale du capital. Pour illustrer, toujours à partir de la fiscalité, ce qu'il faut voir dans les choix fiscaux du gouvernement n'est pas seulement la hausse de la fiscalité pour les plus pauvres et la baisse pour les plus riches, c'est aussi et peut-être surtout un changement de structure de cette fiscalité qui se traduit par le fait qu'il y a 20 ans, le rendement de l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les entreprises, était supérieur à celui de l'impôt sur le revenu des ménages, mais qu'aujourd'hui, la loi de finances pour 2019 prévoit un rendement net de l'impôt sur les sociétés de 31,5 milliards, payé d'ailleurs essentiellement par les petites entreprises, et un rendement de l'impôt sur les revenus du ménage de 70,5 milliards d'euros. Et cela, c'est sans compter, en fait, avec les prélèvements sur les revenus des ménages en matière de TVA, dont je rappelle qu'ils sont de 130 milliards d'euros pour 2019, ou de taxes de consommation sur les produits énergétiques, une des taxes, en fait, qu'on voulait rajouter, en fait, sur l'essence, qui sont, en fait, de 17 milliards d'euros. Désormais, ce ne sont plus les entreprises qui sont les principales payeuses de l'impôt, ce sont les ménages. Une évolution de structure de la fiscalité, donc, qui s'est aussi accompagnée par une évolution des services fiscaux de Bercy. En 15 ans, les services de Bercy ont perdu 37 000 emplois. 37 000 emplois. Et la loi de finances pour 2019 en prévoit encore 1900 en moins. L'argument convoqué est le passage au numérique et au prélèvement à la source. Okay. Sauf que la disparition des inspecteurs des impôts et le changement des missions de ceux qui restent encore, comme le contrôle aléatoire par territoire et non plus le contrôle systématique, va empêcher les pouvoirs publics d'engager une réelle politique de lutte contre la fraude fiscale, tout particulièrement des entreprises, mais qu'elle va permettre de concentrer ces moyens, puisque ce sont les ménages qui payent, sur les ménages, les moyens du contrôle fiscal. En bref, ce sera open bar fiscal pour les entreprises, notamment celles qui peuvent se défendre ou masquer correctement leurs mouvements de compte, et s'il faut de l'argent public, ce seront les ménages qui paieront. Tout cela dans un contexte où pourtant, dépenses budgétaires et dépenses fiscales confondues, à proportion de leur contribution, les entreprises consomment 10 fois plus d'argent public que les ménages. C'est ce message-là qu'il faut lire dans l'invitation universelle, à l'initiative de l'Élysée, des patrons les plus riches de la planète. Et c'est dans ce contexte de construction de l'hégémonie du capital sur nos sociétés que le gouvernement prétend vouloir s'ouvrir au dialogue avec la société française et qu'il engage en fait son grand débat sans tabou. C'est un comble du cynisme, ça. D'abord, vendre un débat sans tabou qui impose de circonscrire le champ des sujets abordés en excluant le corps des revendications qui est à l'origine de ce débat. Ça, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Ensuite, un débat national qui écarte la discussion directe avec les Gilets jaunes et privilégie la discussion avec les représentants des institutions représentatives, fussent-elles des élus locaux faisant remonter une parole en souffrance des territoires, c'est de l'enfumage. Enfin, un débat national où le premier des interpellés par la population, à savoir le président de la République lui-même, est celui qui parle le plus, et non celui qui écoute le plus. Je ne sais pas comment il faut appeler ça, de la carabistouille peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que les choix politiques du gouvernement sont clairs. Les cadors de l'Élysée et Matignon l'ont répété à outrance. Ils ne changeront pas de cap, quel que soit le résultat de ce débat. Ce grand débat ne servira donc qu'à légitimer la position idéologique du gouvernement et sa politique sur la base de revendications démocratiques de la population française. Pour autant, est-ce à dire qu'il faudra par tous les moyens éviter d'entrer dans le débat national? Sûrement pas. Si aller discuter avec le président de la République ne sera certes pas très utile, débattre avec la population, avec les élus locaux, aujourd'hui est capital. Pas seulement pour poursuivre la démarche de dialogue permanent initiée par les Gilets jaunes, ce qui est déjà très important, mais surtout pour contribuer à enrichir la réflexion collective et faire émerger dans le débat une réelle alternative politique et sociale et économique face à l'offensive du capital et des libéraux de tout poil. Notre peuple en a besoin. Car une fois de plus, disons-le, il ne suffit plus de dénoncer l'injustice économique, sociale ou fiscale d'une politique donnée ou de proposer un référendum d'initiative citoyenne ou même
populaire, comme les communistes l'ont proposé, qui laisserait la parole au peuple en lui donnant la possibilité de faire des lois pour qu'enfin l'émancipation de chacun et de tous soit atteinte. Tout cela reste insuffisant. Bien sûr qu'il faudra le faire, mais il faudra aussi et surtout savoir quoi y mettre dans ces lois, pour qu'enfin nous puissions collectivement et individuellement, réellement et définitivement dépasser cet état d'injustice. Ce qui ne se fera pas sans dépasser la réponse spontanée au ressenti individuel immédiat, ni sans analyser les ressorts profonds de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Sans cela, le risque de déception est grand. Et pour ne pas décevoir l'espoir de cet élan populaire, il y a besoin de montrer concrètement que cette alternative existe bel et bien. Et nous sommes convaincus, nous les communistes, que cet espoir passe par le débat sur le trou noir du mouvement portant la racine du mal, la domination du capital sur tous les aspects de nos vies. Une domination du capital qui prend la forme d'une recherche permanente de la rentabilité maximale à tout prix pour se rémunérer des richesses créées et qui se traduit par une pression régressive continue sur les capacités de développement des hommes, des territoires et de la nature. Nous sommes convaincus qu'avec la remise en cause radicale des délégations de pouvoir propres au libéralisme qu'ont bien mis au jour les Gilets jaunes, il est impératif de remettre en cause cette domination du capital propre au capitalisme. Car c'est elle qui construit le désastre social dans lequel nous sommes. C'est elle qui nous précipite vers la catastrophe économique. C'est elle encore qui nous conduit droit dans une nouvelle crise de l'économie mondiale. Pour le dire autrement, je dirais, si l'on veut totalement répondre à la colère sociale, il est indispensable de s'attaquer à la logique et au coût du capital. Il y a effectivement besoin de faire grandir la contestation radicale des critères de gestion des entreprises imposés par le patronat, par les actionnaires, par les banques et les marchés financiers, dont la seule mire est un taux de profit maximal. Il y a besoin de faire grandir la nécessité d'une autre utilisation de l'argent public et de l'argent des banques et des entreprises, une utilisation socialement efficace, pour les mettre réellement au service de l'emploi, des salaires, de la formation, des services publics et des territoires, et répondre dans le même temps aux besoins de la transition écologique. Ce qui émerge aujourd'hui dans la société avec la lutte des Gilets jaunes, je dirais que nous sommes face à un enjeu de civilisation qui touche tous les aspects de la civilisation occidentale. Il la touche dans son ordre politique et culturel, le libéralisme, et dans son ordre économique et social, le capitalisme. Car ce sont ces deux volets de la civilisation occidentale qui sont aujourd'hui en crise et qui font de la crise que nous vivons une crise systémique. C'est pourquoi les communistes considèrent que la remise en cause de la domination du capital est indissociable de la remise en cause de la domination du libéralisme. Soit, me dira-t-on, mais alors, comment faire concrètement dans notre département? D'abord, en tant que citoyens, citoyennes, et en tant que communistes, les deux étant confondus, nous continuons de participer aux assemblées qu'organisent les Gilets jaunes. Il y a toujours plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Nous irons aussi, si l'on nous y invite, parce que vous avez vu comme moi en fait qu'on avait exclu le PCF du grand débat national sur France 2, volontairement, voilà, donc je le dis, je le répète, ça c'est bien. Nous irons aussi, si l'on nous y invite donc, dans les assemblées du grand débat national pour y rappeler nos positions. La politique de la chaise vide n'est jamais efficace. Et nous participerons aussi à chaque réunion publique organisée sur notre territoire par nos élus locaux qui ont décidé, et c'est tout à leur honneur, de mettre leur mandat d'élu local à disposition d'un vrai débat public national, réellement sans tabou, et de participer à la construction collective demandée par l'immense majorité des citoyens, d'une alternative à cette politique de régression sociale. Par exemple, nous participons, et je te remercie d'être là, nous participerons à l'initiative des maires du passage d'Agen et de Brax, qui, en réaction à l'enfumage en fait, du débat national, ont décidé d'ouvrir la porte de leurs communes respectives à un vrai débat public, sans restriction les 5 et 6 février prochains. N'en déplaise au donneur de leçons de l'Élysée, si lui a abandonné son devoir, comme il aime à le rappeler, de garant des libertés, ces élus, eux, remplissent ce devoir démocratique sur leur commune. Nous participerons et encouragerons toutes les décisions dans le département qui iraient dans ce sens. Au titre de la fédération du PCF de Lot-et-Garonne, cette fois,
et dans le prolongement des décisions de notre dernier congrès et de nos instances nationales, nous lançons une pétition pour le pouvoir d'achat dans le département afin d'alimenter le débat actuel. Notre département est l'un des plus pauvres de France. Nous lancerons dans le même mouvement une campagne contre le coût du capital et pour une autre utilisation de l'argent. Quand on sait, quand on sait que dans le Lot-et-Garonne, les 3/5 des crédits bancaires sont alloués à des investissements immobiliers, dont une bonne partie est spéculative, et non à des investissements productifs potentiellement créateurs d'emplois et de richesse sur notre territoire, la démarche se justifie. Ces deux campagnes nationales que nous reprenons départementalement seront l'occasion de faire remplir les cahiers de l'espoir par la population. Nous souhaitons de cette manière contribuer à la bataille idéologique qui se joue et à l'élaboration d'une alternative politique concrète qui touche le cœur même du capitalisme et du libéralisme. Et les communistes mettent d'ores et déjà sur la table, dans le cadre des cahiers de l'espoir, un certain nombre de propositions immédiates de justice sociale, comme la hausse du SMIC de 260 € brut et l'ouverture de négociations salariales extraordinaires dans les entreprises et de la revalorisation des pensions des retraites. Si la France est championne d'Europe du versement des dividendes et de la rémunération du capital, elle a donc les moyens de devenir championne d'Europe de la rémunération du travail. Nous mettons aussi sur la table des mesures de justice fiscale immédiate. Le rétablissement de l'ISF sur les patrimoines financiers, ça va sans dire. Mais nous y ajoutons la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et la baisse progressive de la CSG. À destination des entreprises, nous proposons la suppression du CICE, des exonérations de charges sociales, que nous appelons à transformer en soutien financier public à des crédits bonifiés aux PME et TPE, qui investissent dans l'emploi, les salaires et la formation des salariés, et dans des projets économes en ressources naturelles. Au demeurant, la Banque Centrale Européenne en a elle-même fait la démonstration ces dernières années. Il est parfaitement possible de financer à taux zéro, voire même à taux négatif, des investissements ciblés. Elle l'a fait pour consolider les bilans des banques et des multinationales en rachetant en fait, des titres de dette publique aux banques et aux multinationales. Nous proposons de le faire pour le développement de l'emploi et des services publics sur nos territoires et pour financer la transition écologique. Nous avançons dans le même esprit une réforme de la fiscalité des entreprises qui, d'un côté, accroissent les prélèvements sur les grands groupes et d'un autre, modulent l'impôt sur les sociétés et les cotisations patronales selon leur politique d'emploi et d'investissement. Il ne faut pas réduire la fiscalité sur les entreprises, il faut la rendre socialement efficace. C'est-à-dire s'en servir pour répondre aux besoins de services publics des populations et des territoires. C'est pourquoi immédiatement, nous proposons un moratoire sur toutes les fermetures et privatisations de services publics. Le pays n'a pas besoin qu'on lui ferme ses lignes de chemin de fer, ses hôpitaux, ses maternités ou ses écoles. Il a besoin au contraire de les développer en les adaptant aux besoins d'aujourd'hui. Et cela pas seulement pour répondre aux besoins gigantesques de la population, mais aussi pour répondre aux besoins de développement des entreprises et des territoires. Et pour répondre aux besoins vitaux de la transition écologique du pays. Notre agriculture en a besoin. Notre industrie en a besoin. Nos territoires en ont besoin. Cette ambition que nous souhaitons et que nous allons inscrire dans le débat public ne peut se réaliser qu'en invitant au rassemblement le plus large de ceux qui veulent vraiment que cela change. Elle ne peut se concrétiser qu'en agglomérant les volontés, pas en les divisant. Il ne faudrait pas croire ou faire croire qu'il suffit en fait de jouer des muscles pour réussir à imposer sa volonté. Quand je dis ça, je veux faire une petite parenthèse, parce que je fais notamment allusion à ce qui se joue pour le lac de Caussade, dans notre département, et à l'attitude de la direction en fait, de la Chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne, qui croit pouvoir convaincre, en forçant la main des collectivités locales et de l'État, sur un dossier central, à savoir en fait le besoin d'eau des agriculteurs du département. Je vais en dire un petit mot ici. Alors que le refus de l'État d'engager les travaux résulte en réalité d'une volonté de réduire la dépense publique en direction du territoire, y compris sur des sujets cruciaux comme l'accès à l'eau, je rappelle qu'il s'agit d'un financement public de plusieurs millions d'euros qui est à la clé et que le gouvernement a décidé de réduire de plusieurs centaines de millions d'euros le concours public aux opérateurs. Par exemple, en fait, je rappelle que la loi de finances 2019 prévoit la diminution de 400 millions d'euros en fait, des dotations à l'agence de l'eau, agence en fait qui aide
les collectivités locales, les exécutifs locaux, pour financer les infrastructures en matière en fait, d'eau. Donc, voilà, le gouvernement a décidé en fait, de réduire de plusieurs centaines de millions d'euros le concours public aux opérateurs et donc aux projets de développement. Plutôt que de porter le fer contre cette politique d'austérité et de prolonger la lutte des Gilets jaunes sur des dossiers concrets, les directions de la coordination rurale et de la Chambre d'agriculture du département ont préféré opter pour une attitude de casseurs minoritaires en commençant les travaux du lac sans l'accord des pouvoirs publics et en faisant l'hypothèse que, quoi qu'il en soit, de toute façon, l'intendance financière publique suivra. Faut-il voir dans cette attitude un opportunisme politicien à l'heure des élections à la Chambre d'agriculture? Sans doute. Mais au-delà de l'incivilité opportuniste de cette démarche, guidée par l'extrême droite locale, j'y vois surtout une immense occasion gâchée d'un débat départemental majeur sur les enjeux de la politique de l'eau qui aurait pu alors permettre de faire plier réellement le gouvernement sur tous les dossiers départementaux de l'eau, au moment même où cette question tend à devenir centrale pour les habitants et leur porte-monnaie. Elle aurait pu servir de lien important pour la population et pousser encore plus le rassemblement contre la politique de Macron et consorts. Là, cette méthode de voyou ne servira qu'à la diviser. Alors, une fois de plus, il ne faut pas s'en étonner, l'extrême droite servira d'idiot utile aux intérêts du capital. À l'inverse de cela, nous considérons que tout doit être fait pour rassembler et unir dans les luttes. Parce que la lutte dans l'entreprise et hors de l'entreprise sont pour nous à conjuguer, la fédération du PCF appelle vivement, très vivement, à participer à la mobilisation nationale du 5 février prochain lancée par la CGT pour répondre à l'urgence sociale. Alors que le gouvernement a décidé de bâillonner la parole sociale et de restreindre le droit constitutionnel de manifester, nous voulons ainsi contribuer à l'élargissement du mouvement de contestation nationale. C'est désormais indispensable à l'heure où, malgré les évacuations de force des points de rassemblement des Gilets jaunes par les préfets, face au mépris en fait, des foules haineuses du gouvernement, la colère monte toujours du plus profond du pays et de nouvelles luttes émergent avec ou sans les Gilets jaunes. Les salariés de l'éducation nationale, par exemple, les professionnels de la justice, les professionnels de la santé commencent à s'organiser. Et je ne les ai pas tous cités. Il y a aujourd'hui urgence à faire monter le rapport de force dans la société française et de travailler à la convergence des luttes. C'est d'autant plus urgent qu'en refusant l'aspiration démocratique, c'est l'aspiration démocratique dans le pays, et en cherchant à sauvegarder coûte que coûte les intérêts des puissances de l'argent, le macronisme dans son ensemble décrédibilise encore plus et dangereusement nos institutions au profit d'un technocratisme de gestion publique calqué sur le monde des affaires. Et cela au grand bonheur de l'extrême droite en embuscade électorale. C'est de nouveau un jeu dangereux que veut faire jouer au pays le macronisme. Il n'est pas certain cette fois que les résultats électoraux ne finissent pas par faire sortir du chapeau la bêtise. Il suffit d'ailleurs de regarder nos voisins européens pour en mesurer le risque. La Hongrie, l'Italie, la Saxe en Allemagne, la Pologne sont déjà tombés dans les bras de l'extrême droite. Et de nombreux autres pays européens lui ouvrent les bras. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Grèce et l'Andalousie en Espagne. Dans un contexte international de construction d'une internationale fasciste d'un nouveau type, avec au cœur l'Amérique de Donald Trump, avec au cœur l'Amérique de Donald Trump, qui conjugue racisme, sexisme, autoritarisme politique, nationalisme et bien sûr marché financier, et derrière laquelle, il faut le dire, il faut le rappeler, il faut l'avoir en tous les cas en fait dans la tête, de nombreux pays de la planète se sont d'ores et déjà placés, et pas seulement en Amérique du Sud, c'est faire prendre un risque inconsidéré que de jouer le matamor au milieu de l'arène drapé dans une toge trompeuse qualifiée de progressiste. Parce qu'assurer le service après-vente des forces de l'argent à tout prix, alors que, dans les faits, la réalité économique et sociale du modèle défendu est prise en défaut, cela n'est pas être progressiste, quand bien même cela s'oppose au repli nationaliste et xénophobe. Et désormais, ça, nos concitoyens l'ont largement compris. Ce jeu de dupes du gouvernement Macron est grave
et ces effets ne doivent pas être pris à la légère. On a vu de quoi étaient capables les amis du président de la République lors des dernières présidentielles. Le peuple de gauche en est sorti orphelin. C'est pourquoi il nous appartient à nous, à gauche, aux vrais progressistes, dans notre diversité, de dénouer ce piège. Et les élections européennes, notamment, le mai prochain, peuvent être un moyen d'y parvenir, tout en restant dans l'esprit développé aujourd'hui par le Congrès des Gilets jaunes. Oui, je crois, j'en suis convaincu, que nous devons répondre par la force de l'intelligence collective aux côtés de toutes celles et ceux qui luttent déjà, en s'appuyant sur leur combat et en rassemblant leur volonté de changer les choses au niveau européen. Pour une véritable mutualisation européenne visant la promotion de l'emploi, des capacités humaines et du bien commun, et non, évidemment, pour viser la concurrence libre ou non faussée. Bref, pour une toute autre mondialisation. Soyons exigeants dans la construction d'une vision progressiste de l'Europe. Mettons dans le débat public de véritables propositions d'action. Mettons au cœur de la bataille idéologique les points d'affrontement les plus saillants avec l'Europe du capital. Car sous les marchés, il y a le capital. Dénonçons pas tant le niveau des dettes que leurs conditions antisociales illégitimes et le poids des intérêts qui vampirisent les peuples. Combattons les méfaits de la compétition fiscale et sociale au sein de l'Union européenne. Dévoilons le contresens économique d'une banque centrale européenne au service du capital financier, celui des banques et des multinationales. Affrontons la course aux délocalisations et aux exportations de capitaux, à l'évasion fiscale qui empêche toute coopération. Opposons-nous clairement à une Europe des monopoles sur l'utilisation de l'argent et sur les données informatiques. Donnons-nous les moyens de lutter efficacement contre le chômage de masse, la précarité, le creusement des inégalités sociales et territoriales. Affrontons réellement les impacts écologiques du capital financier. Refusons clairement l'alignement sur la politique militaire de l'Europe. En vérité, levons le voile sur cette supposée toute-puissance des marchés et le manque de levier disponible. Qui peut croire à la fable de l'impuissance quand 14 600 milliards d'euros de richesses ont été produites l'an dernier, faisant de l'Union européenne la seconde zone économique mondiale? C'est le fruit de l'activité des travailleurs d'Europe dans les services publics comme dans les entreprises. Et il faut admettre que c'est à eux, comme à celles et ceux qui y vivent, et non au marché, de décider quelle richesse produire, avec quelle technique et quel financement. C'est cela qui serait réellement révolutionnaire en Europe et progressiste. Et c'est ce que portera le candidat Jan Brossa, le candidat communiste, et tous les candidats qui composeront cette liste. À ce titre, je veux vous informer qu'à ce jour, notre camarade syndicaliste agricole Florian Monteil est compté parmi les candidats de la liste communiste, sociale et progressiste européenne. Je le félicite au nom de tous. Je sais qu'il aura à cœur de porter la bataille au niveau attendu. Et nous serons là pour l'appuyer dans ce combat politique et électoral. Je sais que cette liste de progrès saura rassembler largement et travailler d'arrache-pied pour porter la perspective d'un développement des services publics à la hauteur des défis de notre siècle dans tous les pays d'Europe. Je sais qu'elle saura accompagner cette bataille pour les services publics d'une lutte sans merci contre l'évasion fiscale en Europe. Et nous la relayerons ici pour que nos budgets nationaux la mettent en œuvre. Je sais que pour répondre aux défis du réchauffement climatique, elle engagera une bataille de chiens, cette liste, pour la création d'une politique commune de l'énergie qui intègre la spécificité des situations de différents pays d'Europe et soit puissamment contributrice à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Je sais qu'elle fera du droit des travailleurs un impératif catégorique de son mandat, et pas seulement en défendant un droit du travail en Europe protecteur des travailleurs, tirant les salaires vers le haut et imposant un salaire minimum effectif dans tous les pays européens, mais aussi en poussant l'idée en Europe d'un droit du travail qui soit véritablement un droit d'information, d'intervention et de décision des travailleurs comme des citoyens sur les décisions de gestion des entreprises de taille européenne et mondiale. Enfin, je sais aussi, parce que Florian y est attaché comme nous tous, que cette liste saura défendre la question agricole et alimentaire en Europe, en portant la perspective d'une transformation de la PAC en une politique agricole et alimentaire commune. Il y a besoin en effet de ne pas laisser filer entre nos doigts la seule politique européenne coordonnée, que les fanatiques du marché détricotent méthodiquement. Replaçons la souveraineté alimentaire et la transition écologique de l'agriculture au cœur de cette politique. Pour cela, la rupture avec tous les accords de libre-échange ratifiés ou en cours de négociation est indispensable. Mais cela ne suffit pas.
la refondation d'une politique agricole et alimentaire commune doit s'appuyer sur des mesures structurelles, avec une garantie des prix d'achat et de revenus pour les prix des actes industriels, et une stratégie assumée de montée en gamme de toutes nos productions européennes, qui s'appuie notamment sur le développement de l'ensemble de nos productions sous signe officiel de qualité et d'origine. Voilà des bases solides pour garantir à la fois la qualité de l'alimentation de 510 millions d'Européens et changer globalement et efficacement nos pratiques culturelles. Enfin, plus généralement, je sais que cette liste sera travaillée à toute autre relation économique, sociale et politique entre pays européens et de l'Europe avec le reste du monde. En particulier en défendant sans faillir une politique de co-développement, de paix et d'accueil. Face à une conception européenne macroniste et financière qui ne voit aujourd'hui la survie de l'Europe, c'est assez paradoxal, que dans la construction d'une Europe militaire de la défense et dans une Europe fédérale des régions, afin de mieux poursuivre les objectifs de cette construction européenne-là au service du capital, on mesure toute l'importance de cette élection européenne que l'on essaie de nous vendre une fois de plus sous le slogan biaisé pour ou contre l'Europe. Je le dis, et nous le dirons en fait une fois de plus, encore et haut. Non, nous ne sommes pas contre l'Europe et pour le repli national. Nous sommes internationalistes, et donc européens. Mais nous ne voulons pas de cette Europe de la finance qui sert les seuls intérêts du capital. Nous sommes pour une Europe des peuples, libre et coopérant. Chacun peut mesurer les difficultés de la tâche qui nous attend dans cette bataille idéologique de grande ampleur. Mais l'enjeu est énorme. Pas seulement pour le prochain scrutin européen, mais soyons clairs, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir des peuples européens, livrés aux prédations du capitalisme et aux aventuriers de la politique. C'est pourquoi je suis convaincu que notre réussite dans ce combat européen, comme dans nos combats locaux ou nationaux, dépendra à la fois de notre capacité à entrer pleinement dans la lutte individuellement et collectivement, et dans ces luttes, à notre capacité à rassembler le plus largement possible le camp de ceux qui veulent vraiment que les choses changent. Cela ne se fera pas sans une reconstruction et un rassemblement de la gauche et du peuple de gauche. Mais cela ne se fera pas non plus sans une refondation des pratiques et du logiciel de l'unité de la gauche et de l'unité à gauche. Les vieux schémas sont en train de tomber. Il est crucial de ne pas décevoir l'espoir qui se lève, ni aujourd'hui, ni demain. C'est dans cet esprit, avec cette ambition, que je veux donc remercier en fait nos camarades de lutte pour avoir répondu à l'initiative du PCF aujourd'hui. Socialistes, écologistes, communistes non PCF, insoumis présents ici, radicaux de gauche, syndicalistes, associatifs, je ne vous nomme pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Je veux voir dans votre présence ici et avec nous le même souci politique que nous exprimons et la même volonté d'amplifier le combat et le rapport de force. Je veux conclure mon propos, qui est déjà bien long, avec cette histoire que nous a rapportée notre nouveau secrétaire national, Fabien Roussel, lors des vœux du PCF, à la Nation pour 2019. Je la trouve à la fois très jolie et très symbolique de notre ambition. Je vous la raconte. Un jour, en Afrique du Sud, un anthropologue occidental a proposé un jeu aux enfants d'une tribu. Il a mis un panier près d'un arbre et a dit aux enfants que le premier arrivé gagnerait tous les fruits. Au signal du départ, tous les enfants se sont élancés vers le panier en se donnant la main. Puis, une fois arrivés tous ensemble à l'arbre, ils se sont assis pour profiter de leur récompense. Interloqué, l'anthropologue occidental leur demanda pourquoi ils avaient agi ainsi, puisque le premier arrivé aurait pu emporter tous les fruits. À la question, les enfants répondirent ensemble un seul mot, un seul, Ubuntu. L'anthropologue leur demanda alors en fait de préciser ce que firent les enfants en posant une question. Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes? Le soir venu, l'anthropologue consulta son dictionnaire en fait d'anthropologue, et Ubuntu, dans la culture Xhosa, ça signifie « je suis parce que nous sommes ». Voilà. Donc, en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2009, je vais arrêter de parler. 19, pardon. 19. Je vais arrêter de parler. Même si il manque encore bien des sujets à traiter dans l'actualité riche de bouleversements, et je pense en fait aux sujets internationaux que je n'ai pas abordés. Mais toutes les bonnes choses ont eu fin, et j'ai été trop long, même si je vous confierai qu'après 5 mois de silence de ma part, j'avais peur de vous manquer. Et puis, ce qui n'est pas sans importance, en fait, le buffet va s'ouvrir.